Chapitre 85. Au reste, la réaction royaliste dont nous avons parlé avant de nous interrompre pour causer avec messieurs les hauts fonctionnaires publics qui font aux lecteurs les honneurs du présent chapitre, ne frappait pas seulement les hommes de lettres, mais elle s'abattait, cruelle, acharnée, mortelle, sur les hommes politiques. Elle s'était ouverte sur l'expulsion de Manuel de la Chambre. Elle devait se fermer sur le supplice de Riego. Mais ce qui me préoccupait à cette époque-là, je l'avoue, ce n'était ni les querelles de la Chambre, ni la guerre d'Espagne, ni la fête que madame du Cella, qui plus tard devait être si gracieuse pour moi, donnait à Saint-Ouen en mémoire de la rentrée de Louis XVIII, ni la mort du pape Pie VII. C'étaient deux événements qui, à mes yeux, avaient une bien autre importance. La première représentation de Pierre de Portugal, de Lucien Arnauld, et celle de l'École des vieillards, de Casimir Delavigne. Quoique la statistique dramatique de l'année 1823 présente un total de 209 pièces nouvelles représentées et de 161 auteurs joués, les grandes scènes avaient, pendant les 9 premiers mois de l'année, surtout présenté un effectif assez pauvre et qui était bien loin d'atteindre celui de l'année précédente. En effet, le 26 avril 1822, l'Odéon avait représenté l'Attila de M. Hippolyte Bis. Le 5 juin, le Théâtre Français avait représenté le Régulus de Lucien Arnauld. Le 14 juin, l'Odéon avait représenté les Maccabées de M. Guiraud. Frédéric Lemaître, qui sortait du cirque, jouait un des frères Maccabées. Le 7 novembre, le Théâtre Français avait représenté la Clytemnestre de M. Soumet, dans laquelle Talma jouait à la fois d'une façon si mélancolique et si fatale le rôle d'Oreste. Le 9 novembre, l'Odéon avait représenté le Saül du même auteur, dans lequel Joanny commença de se faire une réputation. Enfin, le 21 décembre, le Théâtre Français avait représenté la Valérie de messieurs Scribe et Mélesville. Pour faire pendant à toutes ces nouveautés, l'année 1823 n'avait encore eu à nous offrir que la comédie de l'Éducation ou les deux cousines de M. Casimir Bonjour et le conte Julien de M. Guiraud. L'Éducation ou les deux cousines est la meilleure comédie de M. Casimir Beaujour, mais la meilleure comédie de M. Casimir Beaujour avait le droit d'être médiocre et elle usa de la permission. Quant au conte Julien, c'était une pièce sage et honnête, comme l'ont toujours été les pièces de son auteur. Le principal mérite de l'ouvrage était d'être joué par mademoiselle Georges, qui faisait sa rentrée à Paris après 4 ou 5 ans d'absence. À cette époque, mademoiselle Georges était encore fort belle et avait encore tous ses diamants. Ceux qui ont connu Harel et les affiches fantaisistes inventées par lui savent le rôle qu'ont joué les diamants de mademoiselle Georges dans les rôles que mademoiselle Georges a joués. J'ai dit qu'au fur et à mesure que les noms célèbres s'inscrivaient sous ma plume, j'éclairerais ces noms de toutes les lueurs répandues sur eux à l'époque où je me trouverais en contact avec ces noms, lueurs éphémères pour quelques-uns, éteintes aujourd'hui pour beaucoup, mais qui n'en présenteront que plus de curiosité, ayant été saisies au moment où elles entouraient l'artiste de tout leur éclat. Nous l'avons dit, l'âge de toute actrice vivant encore est incertain, mais en se reportant à l'année où mademoiselle Georges a débuté, c'est-à-dire au 29 novembre 1802, mademoiselle Georges pouvait avoir 38 ans en 1823. Un mot sur la façon dont mademoiselle Georges était entrée au théâtre et dont elle s'y était maintenue. Aimée de Bonaparte et restée en faveur près de Napoléon, mademoiselle Georges, qui demanda la faveur d'accompagner Napoléon à Sainte-Hélène, est presque un personnage historique. Vers la fin de 1800 et le commencement de 1801, mademoiselle Raucourt, qui jouait les premiers rôles de tragédie au Théâtre Français, mademoiselle Raucourt donnait des représentations en province. C'était l'époque où le gouvernement, quoiqu'il eût beaucoup à faire, n'avait pas honte de s'occuper d'art dans ses moments perdus. Mademoiselle Raucourt avait reçu en conséquence l'ordre du gouvernement, si elle rencontrait dans sa tournée quelque élève qu'elle ne jugeât point indigne de ses leçons, de la ramener avec elle à Paris.
cet élève serait considéré comme élève du gouvernement et recevrait 1200 francs de pension. Mademoiselle Raucourt s'arrêta à Amiens. Là, elle trouva une belle jeune fille de 15 ans, qui en paraissait 18, on eût dit la Vénus de Milo descendue de sa base. Mademoiselle Raucourt, presque aussi grecque que la lesbienne Sappho, aimait fort les statues vivantes. En voyant marcher cette jeune fille, en voyant le pas de la déesse se révéler en elle, comme dit Virgile, l'actrice s'informa et apprit qu'elle s'appelait Georges Weimer, qu'elle était la fille d'un musicien allemand nommé Georges Weimer, directeur du théâtre, et de mademoiselle Verteuil qui jouait les soubrettes. La jeune fille était destinée à la tragédie. Mademoiselle Raucourt lui fit jouer avec elle Élise dans Didon et Aricie dans Phèdre. L'épreuve réussit et le soir même de la représentation de Phèdre, mademoiselle Raucourt demanda la jeune tragédienne à ses parents. La perspective d'être élève du gouvernement et surtout élève de mademoiselle Raucourt avait, à part quelques petits inconvénients dont à la rigueur la jeune fille pouvait se garantir, trop d'attrait aux yeux des parents pour qu'ils refusassent. La demande fut accordée et mademoiselle Georges partit, suivie de sa mère. Les leçons durèrent 18 mois. Pendant ces 18 mois, la jeune élève habita un pauvre hôtel de la rue Croix-des-Petits-Champs que, par antiphrase, probablement, on appelait l'hôtel du Pérou. Quant à mademoiselle Raucourt, elle habitait, au bout de l'allée des Veuves, une magnifique maison qui avait appartenu à mademoiselle Tallien et qui, sans doute aussi, par antiphrase, s'appelait la Chaumière. Nous avons dit une magnifique maison, nous aurions dû dire une petite maison, car c'était une véritable petite maison, dans le style Louis XV, que cet hôtel de mademoiselle Raucourt. À la fin du XVIIIe siècle, siècle étrange, où l'on appelait tout haut les choses par leur nom, Sappho Raucourt jouissait d'une réputation dont elle ne cherchait pas le moins du monde à atténuer l'originalité. Le sentiment que mademoiselle Raucourt portait aux hommes était plus que de l'indifférence, c'était de la haine. Celui qui écrit ces lignes a sous les yeux un manifeste signé de l'illustre artiste, qui est un véritable cri de guerre poussé par mademoiselle Raucourt contre le sexe masculin, et dans lequel, nouvelle reine des Amazones, elle appelle toutes les belles guerrières enrôlées sous ses ordres à une rupture ouverte avec les hommes. Rien n'est plus curieux pour la forme, et surtout pour le fond, que ce manifeste. Et cependant, chose singulière, malgré ce dédain pour nous, mademoiselle Raucourt, dans toutes les circonstances où le costume de son sexe ne lui était pas indispensable, avait adopté celui d'une autre. Aussi, bien souvent, le matin, mademoiselle Raucourt donnait ses leçons à sa belle élève avec son pantalon à pied et une robe de chambre, comme eût fait monsieur Mollet ou monsieur Fleury, ayant près d'elle une jolie femme qu'il appelait mon amie et un charmant enfant qu'il appelait papa. Nous n'avons pas connu mademoiselle Raucourt, morte en 1814 et dont l'enterrement fit un prodigieux scandale. Mais nous avons connu la mère qui est morte en 1832 ou 1833, mais nous connaissons encore l'enfant qui est aujourd'hui un homme de 55 ans. Nous connaissons un autre artiste dont toute la carrière a été entravée par mademoiselle Raucourt à propos d'une jalousie qu'il eut le malheur d'inspirer à la terrible lesbienne. Mademoiselle Raucourt se présenta au comité du Théâtre-Français, exposa ses droits de possession et d'antériorité sur la personne que voulait lui enlever l'impudent comédien, et l'antériorité et la possession étant reconnues, l'impudent comédien, qui vit encore et qui est un des plus honnêtes cœurs de la terre, fut chassé du théâtre. Les sociétaires craignant que, comme Achille, mademoiselle Raucourt, à cause de cette nouvelle briséis, ne se retirât sous sa tente. Revenons à la jeune fille que sa mère ne quittait pas d'un seul instant dans les visites qu'elle rendait à son professeur et qui, 3 fois par semaine, faisait, pour prendre ses leçons, cette longue traite de la rue Croix-des-Petits-Champs à l'allée des Veuves. Les débuts furent fixés à la fin de novembre. Ils devaient avoir lieu dans Clytemnestre, dans Émilie, dans Aménaïde, dans Idamé, dans Didon et dans Sémiramis. C'était une grande affaire, et pour l'artiste et pour le public, qu'un début au Théâtre-Français en 1802.
C'était une bien plus grande affaire encore d'être reçu sociétaire. Car si l'on était reçu sociétaire, homme, on devenait le collègue de Monvel, de Saint-Prix, de Baptiste-Aîné, de Talma, de Lafont, de Saint-Phal, de Mollet, de Fleury, d'Armand, de Michaud, de Grand-Ménil, de Dugazon, de Dazincourt, de Baptiste-Cadet, de La Rochelle. Femme, on devenait la camarade de mademoiselle Raucourt, de mademoiselle Cotta, de mademoiselle de Vienne, de madame Talma, de mademoiselle Fleury, de mademoiselle Duchesnois, de mademoiselle Mézeray, de mademoiselle Mars. Quant aux auteurs de l'époque, c'était Le Gouvet, Le Mercier, Arnaud, Alexandre Duval, Picard, Chénier et Ducis. De ces 7 hommes, j'en ai connu 4. Arnaud, dont j'ai essayé de tracer le portrait, Le Mercier et Alexandre Duval, dont j'essayerai le moment venu de traduire les bilieuses ressemblances, puis Picard, que l'on disait ami de la jeunesse et qui exécrait les jeunes gens. Le Gouvet, Chénier et Ducis étaient morts quand j'arrivai à Paris. Le Gouvet avait une grande influence au théâtre français. C'était lui qui, au moment où mademoiselle Georges s'apprêtait à y paraître, venait, avec une affection presque paternelle, d'y guider les débuts de mademoiselle Duchesnois. Il y avait donné, en 1793, La mort d'Abel, tragédie patriarcale qui dut son succès d'abord au talent de l'auteur, mais ensuite et surtout à son opposition avec les événements qui s'accomplissaient. Jouée entre l'échafaud de Louis XVI et celui de Marie-Antoinette, entre les massacres de septembre et le supplice des Girondins, elle détourna un instant les esprits de la vue du sang qui ruisselait par les rues. Quand, toute la journée, on a vu pendre à des réverbères et porter des têtes au bout des piques, on n'est pas fâché de passer la soirée avec des bergers et des bergères. Néron se couronnait de roses et chantait des vers sur le mode ionien après avoir vu brûler Rome. En 1794, Le Gouvet avait fait représenter Epicharis, un très beau monologue qu'il n'aurait certes pas eu l'idée de concevoir, mais qu'il emprunta à une page de Mercier, lui fournit son dernier acte. Ce dernier acte fit le succès de la pièce. J'ai entendu dire ce monologue à Talma d'une façon magistrale. Enfin, Le Gouvet avait, en 1799, fait représenter Éthéocle. Éthéocle était tombé, ou à peu près, ce que voyant, au lieu de donner au théâtre français une nouvelle tragédie, Le Gouvet lui avait donné une nouvelle tragédienne. Mademoiselle Duchesnois venait de débuter avec le plus grand succès lorsque mademoiselle Georges débuta à son tour. Puisque j'ai dit que je reviendrais en temps et lieu à Le Mercier, à Alexandre Duval et à Picard, je vais en finir tout de suite avec Chénier et Ducis, dont je n'aurai peut-être plus l'occasion de parler. C'était un singulier orgueil que celui de Marie-Joseph Chénier. J'ai sous les yeux une dizaine de lettres de lui, lettres écrites à propos de Charles IX. J'en choisis une qui est un modèle de naïveté. Elle montrera sous quel point de vue les hommes que certains critiques ont l'audace d'appeler des maîtres, et qui en effet peuvent être des maîtres pour eux, elle montrera, dis-je, sous quel point de vue ces hommes envisageaient la tragédie historique. Cette lettre est adressée à messieurs les comédiens français. Elle avait pour but de reprendre Charles IX que ces messieurs ne voulaient absolument pas jouer. Pourquoi, messieurs les comédiens français, ne voulaient-ils pas jouer Charles IX, puisque Charles IX faisait de l'argent? Ah, je vais vous le dire tout bas, ou plutôt tout haut, c'est parce que Talma y avait un énorme succès. Voici la lettre. Pressés de tous côtés, messieurs, par les amis de la liberté, dont plusieurs sont au nombre des députés confédérés, de faire donner en ce moment quelques représentations de Charles IX, je viens vous inviter à annoncer sur votre affiche, pour un des jours de la semaine prochaine, la 34e représentation de cette tragédie, indépendamment d'un autre ouvrage que j'ai composé pour célébrer la fête de la Fédération. J'ai cru devoir ajouter, en outre, dans le rôle du chancelier de l'hôpital, quelques vers relatifs à cette auguste circonstance, car je serai toujours empressé de payer mon tribut civique, et vous, messieurs, vous ne saurez mieux marquer en cette occasion votre patriotisme qu'en donnant la seule tragédie vraiment nationale qui existe encore en France, tragédie dont le sujet est si philosophique, si digne de la scène au jugement même de M. Voltaire,
qui s'y connaissait un peu comme vous le savez. Dans cette tragédie, j'ai fait, le premier de tous, retentir l'éloge du roi citoyen qui nous gouverne aujourd'hui. Recevez, etc. Voyez-vous le chancelier de l'hôpital applaudissant à la fête de la Fédération et Charles IX faisant l'éloge de Louis XVI? Enfin. Chénier avait débuté par Charles IX, dont il réclamait la reprise, et dont la reprise fit conduire chez le commissaire de police Danton et Camille Desmoulins, accusés d'avoir fait cabale au parterre. Henri VIII avait suivi Charles IX et avait réussi comme lui. 2 ans après, Henri VIII était venu Calas. Enfin, le 9 janvier 1793, au plus fort du procès de Louis XVI et quelques jours avant la mort de ce pauvre roi, Chénier avait encore fait représenter Fénelon, tragédie à l'eau de rose, du genre de la mort d'Abel, et qui eut un de ces honnêtes succès que les amis appellent un triomphe et les ennemis une chute. Chénier comptait se relever par Timoléon, mais Robespierre, qui avait entendu parler de l'ouvrage, le lut et l'arrêta. Entendez-vous, messieurs de la censure, Robespierre marchait sur veau brisés. Il arrêtait Timoléon comme avant lui, messieurs vos confrères arrêtaient Tartuffe, qui a été joué, Mahomet, qui a été joué, le mariage de Figaro, qui a été joué, et comme vous-même, enfin, arrêtez Pinto, qui a été joué, Marion Delorme, qui a été joué, Antony, qui a été joué. Robespierre arrêta donc Timoléon, déclarant que, lui vivant, la pièce ne serait jamais jouée. Oui, mais Robespierre oubliait l'âge que vivaient les hommes à l'époque où il parlait. Il comptait sans le 9 Thermidor. Robespierre monta sur l'échafaud de Danton et Timoléon fut joué. Et malheureusement, 2 jours avant Robespierre était tombé ce cygne au doux chant qu'on appelait André Chénier, poète bien autrement poète que monsieur son frère, celui-là, quoiqu'il n'eût pas fait de tragédie. Comment Marie-Joseph Chénier, qui avait à pleurer ce frère, eut-il le temps de soigner les répétitions de sa tragédie aussitôt après Thermidor? Ah, c'est qu'André n'était que son frère et que Timoléon était son enfant. Mais la némésis populaire était là, qui gardait au poète oublieux une vengeance terrible. Timoléon fait tuer son frère et Chénier était accusé de n'avoir pas sauvé le sien. On demanda l'auteur. « C'est inutile !» cria une voix au parterre. « L'auteur se nomme Caïn !» À dater de ce jour, Chénier avait renoncé au théâtre. Et cependant, on parlait d'un Tibère et d'un Philippe II qui devaient sortir un jour du portefeuille où ils étaient enfermés. Après Chénier venait Ducis. Depuis la mort de Beaumarchais, qui avait fait de si charmantes comédies d'intrigue et 3 si mauvais drames, Ducis était le patriarche de la littérature. Il y avait à Rome, sous les papes, jusqu'à Grégoire XVI, qui les a fait disparaître, des enseignes de chirurgiens sur lesquelles on lisait ces mots « Ici, on perfectionne les petits garçons ». On savait ce que cela voulait dire. Les parents qui désiraient des garçons sans barbe et avec une jolie voix conduisaient là leurs enfants et en un tour de main ils étaient perfectionnés. Ducis fit à peu près, pour Sophocle et pour Shakespeare, ce que les chirurgiens de Rome faisaient pour les petits garçons. Ceux qui aiment les mentons imberbes et les jolies voix peuvent préférer Édipe Roi, l'Édipe Apollonée, l'Hamlet, le Macbeth, le Roméo et Juliette et l'Othello de Ducis aux Édipes de Sophocle, à l'Hamlet, au Macbeth, au Roméo et Juliette et à l'Othello de Shakespeare. Mais nous avouons que nous qui aimons la nature dans toute sa virilité, qui trouvons que plus l'homme est fort, plus il est beau, nous préférons les drames étalons aux drames hongres, et sous ce rapport, qu'il soit question de petits garçons ou de tragédie, nous tenons tout perfectionnement pour un sacrilège. Cependant, rendons à Ducis la part de justice qui lui est due. Il a conduit à Sophocle par une route pauvre, à Shakespeare par un chemin étroit, mais au moins a-t-il laissé sur la route ces poteaux indicateurs que Voltaire enlevait avec tant de soin. Quand du mouchoir de Desdémone Voltaire fait un voile pour Zaïre, il démarque avec grand soin le linge qu'il a pris. Ce n'est plus une imitation, c'est un vol.
À cette époque, Ducis avait fait représenter, dans la période de 1769 à 1795, Hamlet, Édipe chez Admète, Le Roi Lear, Macbeth, Othello et Abuphar. Voilà où en était le théâtre français, voilà où en était la littérature française en l'an de grâce 1802, Napoléon Bonaparte étant premier consul et Cambacérès et Lebrun étant consul adjoint.